à l'occasion d'une présentation sur l'affaire Laravillé, un événement multifacette et très complexe dans la diversité de ses caractéristiques originales. Certains auteurs familiers de l'étude de ce cas considèrent que c'est le phénomène d'abduction le plus important à leur connaissance du siècle dernier par la richesse de sa documentation. Parce que je n'ai pas été le seul à investiguer dans cette affaire, il y a eu plusieurs personnes. Donc, excusez-moi du peu, le contre-amiral de réserve Gilles Pinon, auteur d'un bouquin formidable sur l'affaire de Fatima. Ah oui. Je vais vous présenter dans quelques minutes une vidéoconférence. Et si j'ai le temps, je vous entretiendrai. Ce sera une communication. Vous avez déjà des éléments sur le BUCJ, mais disons que ce que je vous dirai, à mes risques et périls, quoique je vous expliquerai, je ne peux pas tout dire et je vous expliquerai pourquoi. Je vous donnerai des éléments introuvables dans aucun média et dans aucune conférence jusque-là donnée en France. Donc vous aurez une exclusivité. Donc on va je vais d'abord expliquer en quelques mots les circonstances qui m'ont amené à à réaliser cette vidéoconférence. Il se trouve, c'est un concours de circonstances, le hasard. J'avais une discussion avec des amis et une conférencière d'ailleurs qui voulait m'avoir pour une conférence. Et disons qu'on sait que j'ai un certain nombre de fiches, une soixantaine effectivement, qui sont sur la toile. Mais aujourd'hui, à l'heure du zapping, où les choses vont très vite, il y a des dossiers qui sont tellement importants, ils font des dizaines de pages. C'est peut-être un peu rébarbatif de mettre son nez là-dedans, ses yeux là-dedans. Je le comprends très facilement. Donc, j'ai eu l'idée, je ne sais pas si elle est lumineuse, de prendre quelques cas parmi les plus forts. Si vous voulez, c'est comme une fusée à 2 étages. J'avais fait le deuxième étage, mais j'avais oublié le lanceur. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait? C'est un lanceur. C'est-à-dire que j'ai repris un certain nombre de mes enquêtes, mais en condensé, il n'y a pas tout, mais ça devrait donner, pour ceux qui ne l'ont pas vu encore ces dossiers, envie d'en savoir plus. C'est la seule ambition de cette vidéo. Elle est précédée par une mise en bouche d'une dizaine de minutes. Donc il y a une dizaine de cas qui sont ramassés, qui sont présentés, j'espère de manière assez percutante. Il y a une mise en bouche d'une dizaine de minutes. Je dirais que je me suis amusé un peu, enfin amusé. C'est pas un sujet d'amusement, enfin tout ce qui traite à ces questions-là, comme Marc l'a souligné tout à l'heure, on peut plaisanter bien sûr, mais c'est un sujet très grave, bien sûr, très important. Donc j'ai voulu revenir aux fondamentaux de l'ufologie, un peu l'ufologie pour les nuls si vous voulez, avec des cas venant des États-Unis, un en France, très important, qui sont des cas béton, c'est-à-dire qu'on ne peut pas remettre en question. Si vous voulez, c'est un peu comme une maison, hein, il faut d'abord dire que les fondations sont solides et puis après on peut bâtir là-dessus. Donc j'ai voulu faire une entame d'une dizaine de minutes. C'est monté comme ça. Alors, je voudrais vous entretenir pendant quelques instants du phénomène d'abduction auquel je m'intéresse particulièrement. Cela serait présomptueux donc et faux que j'affirme que je me suis retrouvé systématiquement en face de cas d'abduction. Mais la rareté d'un matériau ou d'un phénomène ne préjuge en rien de son importance. Ces phénomènes m'ont particulièrement intéressé parce que j'ai acquis la conviction que c'est au travers de leur étude bien documentée
que la science dure entre guillemets, hein, pourra nous apporter des révélations sur la véritable nature de ces phénomènes. Un ouvrage récent, écrit à 5 mains, m'a interpellé. Je refais un peu de pub à la fin de la vidéo, pour plusieurs raisons. D'abord, il s'agit de quelqu'un que je nomme, de Philippe Solal, excusez-moi du peu, professeur agrégé de philosophie et docteur en histoire des sciences. Et alors, figurez-vous que dans l'université française qui commence à s'intéresser aux ovnis, un gars comme ça, c'est pas un retraité, il est en pleine activité. Il fonctionne comme prof. Il a des copies à corriger des étudiants à qui il enseigne. Une autre main dans ce bouquin importante est celle de Philippe Guillemant, qui est un physicien de premier plan, très impliqué dans la recherche de pointe au CNRS à propos des effets et conséquences de la physique des quantas, ainsi que la plume de Daniel Robin, auquel je rends hommage ici, qui a un site ufologique de très grande valeur. Alors le livre qu'ils ont écrit à 5 mains, donc, a un titre éloquent. Ça s'appelle « OVNI et conscience ». Tu as parlé de conscience tout à l'heure, et c'est vrai qu'on est maintenant en plein dedans. Pourquoi? Parce que il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir une correspondance que je poursuis avec Philippe Solal. Bon, je ne peux pas tout détailler, ça serait trop long. Ce qui m'a intéressé, alors que j'ai eu l'opportunité d'investiguer parmi les abductés, c'est que ma propre démarche dans ce domaine a évolué à la suite des formidables travaux des Américains que tout le monde connaît, comme John Mack, Bud Hopkins, le Dr. Lair, hélas tous disparus maintenant. J'ai constaté par moi-même, par ma propre expérience, et j'ai voulu qu'elle soit comme ça, parce qu'il y a tellement de bouquins qui paraissent sur le phénomène OVNI et qui sont des compilations de témoignages, etc. J'ai dit, moi, si je trouvais rien, tant pis, mais ce que je veux, c'est rencontrer des gens qui ont vécu des choses. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ces gens-là, je ne les ai pas cherchés, ce sont des circonstances qui ont fait que je les ai rencontrés. Alors ça, c'est très fort. Hein? Il m'arrive une histoire amusante, c'était hier soir. Alors, il ne s'agit pas d'abduction. Demain, je vais en famille à Cergy-Pontoise, chez ma belle-fille, manger. Et Philippe, le mari de ma belle-sœur, me téléphone. Il me dit, complètement bouleversé. Il me dit, au-delà de l'axe majeur, je ne sais pas si vous connaissez à Pontoise l'axe majeur, oui. De ma fenêtre, j'ai vu un balai de lumière dans le ciel, et j'ai pris des photos, j'ai pris du film, etc. Il faut absolument qu'on en parle. Alors il m'a envoyé ça. Il dit, j'ai jamais vu de ma vie un truc pareil. C'était hier soir. Alors, les gens que j'ai rencontrés... Il l'a vu quand, pardon? Hier soir. Il les a vus hier. Hier. Ah bah oui, c'était chaud. Oui. Et tous les gens que j'ai rencontrés, alors bon, moi c'est vrai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis très jeune, je m'intéresse à l'espace. Moi je suis très peu animaux, plantes, mais tout ce qui est univers, astronomie, astrophysique, depuis toujours ça m'a passionné. D'ailleurs, je peux expliquer pourquoi, mais bon, j'en ai pour 2 heures alors. Mais si vous voulez, c'est vrai que c'est une passion. Alors de temps en temps, quand on discute, on parle de ce qu'on aime. Alors moi, c'est ce que j'ai fait. Et puis d'un seul coup, je rencontre quelqu'un. J'étais quelqu'un qui travaillait dans l'enseignement, donc j'avais beaucoup de contacts avec les gens. Et même dans le cadre scolaire, vous allez voir tout à l'heure, il m'est même arrivé des choses bizarres. Et si je me mettais à en parler, ah ben moi, vous savez, ou dans ma famille, il y a quelqu'un qui... Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, je suis comme un chien qui rencontre un os. Hein. Je gratte. Alors, à partir du moment où j'ai quelque chose, c'est vrai que
je marche à fond. J'ai la chance d'écrire assez facilement et d'écouter aussi assez facilement. Donc ça m'a beaucoup aidé, et c'est comme ça que j'ai fait au fur et à mesure des années des investigations que j'ai pu noter et que j'ai numérisées, parce qu'il faut être moderne. Alors, donc le bouquin, j'y reviens, on ne peut pas négliger ces nouveaux angles vus, parce que c'est la physique des quantas qui bouleverse tout. Eh oui. Pourquoi? Parce qu'elle nous apprend que la matière, et ça c'est fondamental, dans ses ultimes plus petites parties, se présente finalement sous forme d'onde. Alors il y a un schmilblick là. Vous voyez où cela peut nous mener. Et des physiciens comme Michio Kaku aux États-Unis avaient déjà traduit cela de manière très simple et imagée. Il a écrit: notre conscience, c'est pas ces mots, c'est l'idée que j'ai reproduite, mais je me suis souvenu de ce qu'il expliquait. J'ai le bouquin à la maison, mais je n'ai pas retrouvé la page. Notre conscience fonctionnerait comme un poste de radio qui est calé sur une fréquence pour capter les différents programmes qui arrivent par les ondes. Mais l'univers serait en fait constitué par une infinité de fréquences auxquelles nous n'avons pas accès dans notre vie ordinaire. Et il nous manque le bon bouton pour ajuster notre conscience sur ces autres fréquences, que Jacques Vallée appelle aussi, d'un vocable particulier, Jacques Vallée que je connais bien, c'est de la chance, hein. Il appelle ça d'autres dimensions. Et nos rencontres avec les abductés mettent en évidence qu'ils ont été introduits dans un autre champ de fréquences que celui qui est notre quotidien. Précisément. Et donc, les conséquences, c'est que ce champ de fréquences dans lequel les abductés ont été introduits, sans le vouloir, ça a complètement bouleversé toute leur perception et caractéristiques psychiques. C'est pas rien. Pour le long terme, comme si des portes inconnues leur étaient devenues tout à coup familières, leur donnant accès à des dispositions qu'ils n'avaient pas jusqu'à maintenant ou qui sont en sommeil chez chacun de nous et qu'il suffirait peut-être, en ayant le bon bouton, d'activer. Vous m'excuserez de ne pas aller au-delà de ces généralités pour détailler en quoi consistent les types de bouleversements que l'on constate chez l'expérienceur, mais j'ai exposé ça dans l'introduction à mes enquêtes sur le site où sont mes enquêtes. Et donc vous trouverez tous les détails à ce sujet. J'en donnerai quand même un exemple qui est particulièrement important, que les spécialistes appellent maintenant le phénomène d'Oz. OZ. Le facteur Oz. Un peu, très propre terme, probablement tiré de ce livre, Le magicien d'Oz. Qu'est-ce qui se passe? Dans certaines circonstances où l'abduction se produit, le sujet se sent tout à coup dans une espèce de bulle d'espace-temps, complètement déconnecté à tout point de vue de son environnement habituel, même du moment. C'est très brutal. Tout est bouleversé au niveau de ses perceptions. J'ai bien dit tout, y compris la notion de durée qui n'existe plus. J'ai un cas, par exemple, où le type est dans son camion, il touche le volant, mais il pense toucher le volant, il rencontre du vide. Donc, il ne comprend pas. Cette totale décopillage, il y a tellement d'autres phénomènes, cette totale déconnexion est telle qu'il faut parfois une régression sous hypnose pour faire remonter des souvenirs de cette expérience, mais pas nécessairement. Par exemple, dans le cas Marc Bettemont, qui est venu d'Antibes la semaine, le 8 novembre, pas la semaine dernière, le 8 novembre, c'est loin déjà.
il se souvient vraiment de beaucoup de choses. Mais il faudrait quand même creuser, il en est conscient. Il y a déjà eu... Alors, je parlais de Stéphane Alix tout à l'heure. Mais Stéphane Alix, il a une organisation qui s'appelle l'INRES. Et il y a quelqu'un qui est à l'INRES, qui est un psychologue hypnologue, qui est vice-président maintenant d'une association, du CERO, qui s'occupe des abductés. Et Marc Bettemont, donc je citais tout à l'heure, a déjà eu devant notre ami Charles une séance d'hypnose à Jean Lépin, parce que Charles, disons, avait beaucoup de prévention par rapport à Marc Bettemont. Et Charles lui-même m'a dit, c'est Marc qui a voulu que j'assiste à sa régression sous hypnose, et il dit franchement, ça m'a retourné parce que l'expérienceur a demandé par exemple à Marc de lever sa main pendant un quart d'heure, comme ça, et l'autre, il a levé sa main, et il est resté la main, il parlait, il continuait à parler naturellement, avec la main en l'air, sans bouger. Donc, je veux dire, il y a eu des tests comme ça qui montrent qu'il était vraiment parti. Hein. Donc c'était Nicolas Dumont, hein, c'est ça Nicolas Dumont. L'hypnothérapeute. Tout à fait. Alors si vous voulez voir aussi des expériences enregistrées en ligne, hein, celles de Rachel Fortin, qui sont sur son site, qui est aussi une hypnothérapeute, et donc elle a fait des régressions avec plein d'expérienceurs. Donc, et il y a évidemment aussi quand même les traces et les effets très matériels qui sont identifiables après coup, qui attestent de la réalité d'un phénomène hors norme. Et ces constatations entraînent un autre questionnement incontournable dont que Marc a évoqué tout à l'heure, c'est effectivement le problème du libre arbitre. Parce qu'à partir du moment où vous êtes pris en charge comme ça, par une intelligence, disons le mot extérieur, jusqu'où est-ce que ça va? C'est où ça commence, mais jusqu'où est-ce que ça va? Parce qu'il y a des prolongements. Et parfois, ces prolongements durent une grande partie de la vie. Hein? Vous savez, d'une manière assez familière, il y a beaucoup de gens qui disent, même moi, j'ai un ange gardien. Parce que je me suis trouvé plusieurs fois dans des situations où j'étais désespéré, mais... Alors, je parlais de mon ange gardien. Je suis pas le seul, hein. Je crois que dans cette salle, il doit y avoir pas mal de gens qui estiment que par moment, ils ont eu affaire à un ange gardien. Et qui sait? Qui est cet ange gardien? Est-ce qu'il est simplement dans notre tête? Ou est-ce que ce sont des ondes qui sont... Est-ce que c'est une forme de conscience qui nous est extérieure et qui arrive à communiquer avec notre propre état de conscience? C'est très très intéressant. Donc... c'est un vaste sujet, et figurez-vous, à propos du libre arbitre, il y a autre chose. Je vais quand même en dire en deux mots. Il y a une expérience qui a été tentée par des scientifiques, je ne me rappelle plus le nom de l'équipe, mais l'expérience, elle est formidable. On a tous remarqué, que ce soit au niveau des bancs de poissons, des vols des tourneaux, des gens dans un stade qui font la hola. Ouais. Ça démarre dans un coin et ça se propage, histoire des moutons. Hein. Oui, c'est ça. Eh oui. Et ça se propage comme une traînée de poudre. Voilà. Et à propos des oiseaux, il y a une étude qui a été faite. Parce que c'est très spectaculaire, ces vols des tourneaux, et il n'y a pas que. Ils ont découvert quelque chose. C'est que, en fait, ça part de un ou deux individus. Et ça se propage à une vitesse fabuleuse de proche en proche. Ça. Et ça se propage tellement vite
qu'on a l'impression qu'il y a eu une communication instantanée entre tous les individus. Et regardez, je reprenais mon histoire de Ola dans le stade, à laquelle j'ai déjà participé 1 ou 2 fois. C'est un peu la même chose, ça va très très vite. Hein. Mais ça veut dire aussi que si nous réfléchissons bien, nous vivons en société tous. Il suffit que quelqu'un qui a le charisme, qui a, disons, la façon de nous intéresser, pour que nous nous agglutinions autour de sa pensée, de ses projets. Et là, on a le culte du chef qui vient rapidement et qui peut s'expliquer par le même phénomène. Et donc là encore, le libre arbitre, il en prend un sacré coup. Hein. Si vous le voulez bien, on va passer à la vidéo maintenant. Oui. Alors justement, c'est le phénomène de l'égrégore, donc de l'énergie collective déclenchée par un tout petit nombre qui a le plus de charisme. Alors, la vidéo...